Bonjour, merci d'être nombreux à ce talk sur la sécurité sur la route et notamment sur les tunnels autoroutiers. Alors, quand on rentre dans un tunnel, il faut mettre ses équipements de protection individuelle. Donc, excusez, hop, voilà, on va pouvoir y aller. Donc, on va commencer ce talk en revenant en 1999, le 24 mars. Il s'est passé quelque chose. Excuse-moi, je ne sais pas la moyenne d'âge de la salle. C'est le tunnel du Mont Blanc, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc le 24 mars 1999, il y a un incendie qui s'est déclaré dans le tunnel du Mont Blanc, qui a eu des conséquences énormes. Ça a duré 53 heures, des températures de plus de 1000 degrés, près de 50 véhicules détruits, une quarantaine de victimes, dont un pompier français, un secouriste italien. Et les conclusions du procès suite à ça, ça a été vraiment terrible. La capacité d'extraction du fumier toxique était limitée, il y avait une mauvaise utilisation des conduits d'extraction, les feux de signalisation avaient un fonctionnement inadapté, pas de galerie de sécurité, mauvaise coordination entre la France et l'Italie, enfin bref, c'est terrible. Donc vous comprendrez que cet incendie a eu beaucoup de conséquences. Je vais me présenter, je m'appelle Benjamin Marron, je suis développeur depuis 1996, je suis lead développeur chez Enfrasys, qui s'occupe de la sécurisation et de la supervision d'infrastructures de transport, donc notamment des tunnels autoroutiers. Et vous avez mon petit handle si vous voulez me chercher sur des réseaux sociaux. Donc, les conséquences de l'incendie du tunnel du Mont Blanc, c'est que, en fait, il y a eu une vraie prise de conscience de la majorité de la population et des dirigeants sur le fait que tous ces ouvrages pouvaient être potentiellement dangereux, voire très dangereux. Et ça a entraîné un état des lieux des tunnels français et une évolution de la réglementation, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen, notamment en obligeant les ouvrages à avoir un examen périodique et des exercices de sécurité réguliers. Ça a eu d'autres conséquences, ça a eu des conséquences en termes de génie civil, notamment, où il a fallu creuser, où excusez-moi, personne ne m'entendait, c'est ça? Ça passe. Voilà, je sais pas. C'est bon? Ça va là? C'est mieux? Je vais le tenir, ça ira bien. Donc il a fallu creuser des galeries de sécurité, il a fallu installer des niches de sécurité supplémentaires, des usines d'extraction d'air pour tout ce qui est fumée toxique, etc. Au niveau des équipements, il a fallu remplacer les équipements existants par des équipements plus performants, notamment en termes de sécurité. Et puis au niveau système informatique et tout ça, eh ben, il a fallu moderniser les systèmes aussi pour prendre en compte les nouvelles réglementations, les nouveaux équipements et réfléchir à des systèmes d'aide à l'exploitation pour permettre aux exploitants et aux opérateurs de pouvoir vraiment bien réagir en cas d'accident et d'incendie. Non mais c'est bon, comme tu veux. Non mais c'est bon, ça va. Ok. Donc je suppose que vous avez tous pris l'autoroute et notamment des tunnels. Pour venir à Clermont, il y en a quelques-uns. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus dans le détail. Pourquoi ça ne veut plus avancer? Voilà. D'un tunnel. Donc, dans un tunnel, on a énormément d'équipements. Donc il y a des équipements que vous voyez quand vous y passez. On a notamment des choses qu'on appelle des extracteurs d'air. Donc c'est vraiment les gros ventilateurs que vous voyez au plafond.
qui sont censés chasser l'air dans un sens ou dans l'autre pour éviter les fumées, entre autres. Vous avez bien sûr tout ce qui est éclairage. D'accord, ça je ne vous cache rien. Vous avez tout ce qui est signalisation, donc les fameux feux d'affectation de voie, les limitations de vitesse, les interdictions de doubler, les petits panneaux à messages variables qui vous disent attention, il y a quelque chose sur la chaussée ou des choses comme ça. Et puis vous avez des équipements de sécurité, les fameuses niches de sécurité. Donc ça c'est ce que vous voyez. Et puis il y a plein de choses que vous ne voyez pas, par exemple. Notamment sur les fameux extracteurs d'air, les gros ventilateurs. Très souvent, couplé à ça, il y a un petit capteur de vibration. Parce qu'en fait, un extracteur d'air, il marche ou il ne marche pas. Par contre, quand il marche, il vibre. Et le petit capteur de vibration, il a un seuil. Tout ça, c'est pour éviter que ça tombe sur une voiture, par exemple. Au niveau des niches de sécurité, c'est des niches qui sont en surpression, pour pas que les fumées rentrent dans les niches. Et dans ces niches-là, il y a des capteurs de porte, par exemple, pour savoir si la porte elle était ouverte ou pas, pour que l'opérateur il sache que quelqu'un est rentré dans la niche. Ce qui peut poser des problèmes, par exemple. Si vous avez une porte qui bouge un peu, qui botte comme ça, dès qu'il y a un camion qui passe, appel d'air, la porte fait clac-clac, il y a une petite alarme qui remonte à l'opérateur qui disant il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, on a des capteurs très très gros, des capteurs très très petits, et puis, là c'est ce qu'on voit, vous avez aussi des choses pour gérer par exemple en cas d'incendie, vous avez des bassins, donc vous devez surveiller la hauteur d'eau dans les bassins, vérifier qu'il y a de l'eau. Vous avez des pompes de relevage dans beaucoup d'ouvrages parce que ça suinte, etc. Des anémomètres, des locaux techniques, des choses comme ça. Et je vous parle que des équipements qu'on appelle des équipements dynamiques, c'est-à-dire que c'est des composants électromécaniques en fait, et qui vont avoir des états. Donc soit qu'on va pouvoir interroger, par exemple un anémomètre, un luminancemètre, on va pouvoir savoir la vitesse du vent, savoir l'intensité lumineuse dans le tunnel, ou on va pouvoir le piloter. Typiquement, un feu d'affectation de voie, on va pouvoir lui mettre la croix rouge, la flèche verte, la flèche orange pour aller sur le côté, des choses comme ça. Tout ça, c'est mes collègues qui sont électriciens, qui sont sur le terrain et qui installent ça. Très souvent, sous fermeture, ce qu'on appelle fermeture, c'est-à-dire qu'on ferme carrément le tunnel. Mais il peut arriver aussi que dans certains tunnels, on ne puisse pas fermer parce qu'il y a trop de circulation ou des choses comme ça. Donc ils sont sous balisage, c'est la photo qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il y a des cônes, hein, et puis il y a le camion des collègues qui est là, et puis ils interviennent sur la voûte ou ailleurs. Pour récupérer de l'information de ces équipements dynamiques, en fait, il y a des automates. Donc les automates, ils sont vraiment là pour faire le lien entre ces équipements dynamiques et puis tous les systèmes informatiques dont on va parler après. Ces automates-là, ils peuvent être aussi codés. On peut y mettre de l'algorithmie. Très souvent, c'est de la logique métier qui est assez critique. C'est là où on va implémenter, enfin mes collègues automaticiens, ils vont implémenter par exemple des algorithmes, enfin, on a des aéroliciens, donc des gens qui sont spécialistes de l'aérolique, donc gestion des flux derrière, etc., qui font des simulations, qui font des algorithmes, et mes collègues automaticiens, en fait, ils implémentent les résultats des algorithmes et des simulations des aéroliciens dans les automates. On ne peut pas confier ça à un système informatique, parce qu'il y aurait trop de couches à traverser pour arriver jusqu'aux équipements, pour leur donner l'information. Donc la logique métier un peu critique, elle est vraiment codée dans les automates. Alors pour coder des automates, vous avez de la programmation un peu visuelle, ce qu'on appelle du graph set, ou vous avez de la programmation qui ressemble plus à du code qu'on a tous l'habitude de faire avec un IDE et des choses comme ça. Ceux qui ont fait un peu d'Arduino ou d'IoT, des choses comme ça, c'est exactement la même chose. Vous avez une boucle principale et puis vous faites des traitements dans la boucle principale. Et ces automates-là, donc ils discutent avec les équipements dynamiques et ils discutent avec des logiciels de supervision.
Le logiciel de supervision, lui, il permet quoi? Il permet de connaître l'état de chaque équipement. Donc, connaître l'état, ça va être savoir si mon ventilateur il est en marche ou pas. Ça va être récupérer la valeur donnée par l'anémomètre. Mais c'est aussi l'état technique, c'est-à-dire qu'il est capable de me dire cet équipement, en fait, il ne marche pas. Enfin, il ne répond pas à mes stimuli. Donc il est peut-être en défaut. Et ce logiciel de supervision, il a des algorithmes de calcul. Donc en fonction de toutes les données, on va dire, simples que remonte l'automate, des états et des choses comme ça, lui, il va calculer des alarmes pour dire, peut-être qu'il y a un opacimètre qui remonte une donnée qui est un peu forte, peut-être qu'il y a un incendie, par exemple. Donc ça, c'est des alarmes. On va pouvoir calculer des synthèses aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément connaître l'état de chaque luminaire dans tout le tunnel. Sur un tunnel qui fait bien d'1 kilomètre, c'est un peu dommage. Par contre, on va pouvoir donner par tronçon l'état de l'éclairage, la luminosité, est-ce qu'il est en marche, etc. C'est un logiciel qui est utilisé par les mainteneurs. C'est les gens qui vont vraiment aller sur le terrain pour voir, il y a un des équipements qui ne marche pas. Et donc, il faut faire une action de maintenance dessus. Donc, un logiciel de supervision, ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, on a un tunnel de la Baume qui est sur les autoroutes dans le sud de la France. Et donc là, vous voyez, c'est une vue où on a les équipements de signalisation. On voit les feux d'affectation de voie qui sont avec leur croix rouge. Et donc, nous, notre but, ça c'est des progiciels. Et notre but, c'est de paramétrer le progiciel. Donc sur chaque équipement, on peut avoir le détail. Et puis on peut lui donner des niveaux d'alarme et des choses comme ça, etc. Je vais introduire un petit acronyme, parce que je vais l'utiliser par la suite. On parle de GTC, c'est la gestion technique centralisée. Quand je vais parler de GTC, ce sera les automates plus le logiciel de supervision. Voilà, c'est juste parce que je vais en parler par la suite et vous ne disiez pas, mais qu'est-ce que c'est la GTC? Et donc ça, c'est les mainteneurs. Et puis après, vous avez des opérateurs qui sont vraiment là pour la sécurité. Et eux, ils ont des systèmes d'aide à la supervision, à l'exploitation. J'ai fait une faute, excusez-moi. Donc là, l'idée, c'est pas de connaître l'état de chaque équipement en détail, c'est de connaître l'état synthétique de l'ouvrage. Donc c'est là, on va afficher des synthèses d'éclairage, des synthèses de signalisation, des choses comme ça. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir déclencher des procédures d'exploitation. Je veux fermer la voie de gauche. Je veux rabattre une barrière, etc. Et donc ça, c'est les superviseurs. Donc ils sont dans un PC sécurité. 24 sur 24, c'est des travailleurs en poste. Et donc ils ont des murs d'image avec les caméras qui remontent de l'information. Ils ont les remontées d'alarme de logiciels qu'on appelle de la DAI. Donc c'est des logiciels qui sont capables justement d'analyser les images des caméras pour indiquer par exemple il y a une véhicularité, il y a un piéton sur les voies, il y a un obstacle, etc. Et donc ça ressemble un petit peu à ça, un système d'aide à la supervision. Donc ça c'est la même vue que le tunnel de la Baume, d'accord, que celui-là. Donc là on a le logiciel de supervision et là on a le système d'aide à l'exploitation. C'est pas très joli, c'est un peu vieux, c'est un logiciel qui date de 1994. D'accord. Donc sur un tunnel comme la Baume, par exemple, il y a 375 équipements. Et 375 équipements, ça représente environ 1500 points de données qui remontent entre les états fonctionnels et les états techniques. Ça fait 1500 points de données. À titre de comparaison, sur le Mont Blanc, il y a plus de 11 000 équipements dynamiques qui remontent dans l'information. Donc vous multipliez à peu près par 4 le nombre de données qui remontent. Donc ça fait presque 50 000 données traitées qui arrivent au fil de l'eau. Donc pour résumer un petit peu, vous avez vos équipements dynamiques à gauche qui remontent de l'information à l'automate. Très souvent, là, c'est du protocole propriétaire. D'accord, chaque fournisseur d'équipement soit implémente des protocoles plus ou moins
normalisés où ils font ce qu'ils veulent. Et c'est l'automate qui a des différentes cartes d'acquisition et qui, lui, est capable de s'interfacer avec ses équipements. L'automate, ensuite, il récupère ça, il fait éventuellement un petit peu de métier et il transmet ça à la supervision en OPC-UA. Et après, le système de supervision envoie ça au SAE, système d'aide d'exploitation, aujourd'hui sans socket. Et donc, ce que je vais vous parler maintenant, c'est un projet qu'on a eu à faire, c'est la rénovation de ces belles IHM qui datent de 1994, pour en faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus sexy. C'est un projet qu'on a fait pour un exploitant qui a une vingtaine de tunnels à superviser. Donc vous avez 20 tunnels, vous avez des vues par type d'équipement, donc vous avez des vues signalisation, des vues éclairage, des vues ventilation, etc., etc. Donc ça représente un certain volume de choses à faire. Donc on avait un client lourd à l'origine, on avait un langage propriétaire, c'était codé en langage propriétaire, et on avait beaucoup de mal à trouver des gens qui étaient encore capables de faire des nouvelles IHM sur ça. Et puis après, pour discuter avec la partie supervision, il y avait des tâches en C qui étaient sur le poste opérateur, c'était une communication en socket, etc. C'était un petit peu lourd. Le nouveau système, on est parti sur un client léger, du Java 11 avec du Spring Boot, et puis pour les IHM de l'Angular. L'idée, c'était aussi, un des objectifs, c'était de pouvoir intégrer rapidement des nouveaux ouvrages, migrer les 20 ouvrages assez vite. Et au niveau de la connexion aussi, ils ont changé. Ça passait plus par socket, ça passait par une connexion type JMS, AMQP. Donc on retrouve notre fameux GTC là. Et là, c'était l'architecture cible. Donc nous, il fallait qu'on s'interface sur le bus, un bus de message type SCO. Faire une API, un back-end, un front-end. Je vous cache rien, vous êtes tous des développeurs. Vous avez à peu près une idée de à quoi ça ressemble. Donc, notre IHM, qui est un peu vieillotte, c'est devenu une HM un peu plus jolie. C'est toujours la même, hein. C'est la baume aussi. C'est la même HM que je vous montre. L'idée de ça, c'est qu'on a un fond de plan statique, et après, tout ce qui est position d'équipement, en fait, c'est des SVG. Et puis on fait basculer les états des équipements en modifiant des classes dans le SVG. Et l'idée, c'est que c'est le back-end en fait, qui envoie le SVG. Le front, il connaît que le fond de plan. Et c'est le back-end qui envoie le SVG avec tous les équipements positionnés au bon endroit, etc. Et une des grosses... Enfin, c'est pas une grosse difficulté, mais une des grosses contraintes, c'était qu'il faut que ça fasse exactement la même chose que le système legacy. Donc en termes de recettes et de validation, ça a été long, parce qu'il faut prendre chaque vue, chaque équipement, et le faire basculer dans tous les états possibles. Ça pour les 20 tunnels. Au niveau du back-end, on est parti sur du Spring Boot, un projet multimodule avec du Maven. Quelque chose d'assez classique. On est parti sur ces technos-là parce que c'était aussi les technos sur lesquels l'exploitant avait un certain niveau de maturité. On n'est pas parti sur du Docker, du Quarkus ou des choses comme ça parce qu'ils n'avaient pas de maturité là-dessus. Et donc dans notre back-end, on avait pas mal de choses à faire. Notamment, la première chose, c'était qu'il fallait que les états remontent en temps réel du terrain. Donc vraiment, l'état de l'équipement dynamique passe toutes les couches pour remonter jusqu'à l'IHM. Il fallait qu'on puisse faire ça assez rapidement, intégrer tous les ouvrages, les 20 ouvrages, les uns après les autres. L'idée aussi, c'est qu'un opérateur qui prend son poste, il arrive, il se connecte, et dès qu'il se connecte, il a tout de suite l'état des équipements. Il n'a pas besoin d'attendre que les états remontent pour avoir un état parcellaire, il a tout.
Et puis, eh ben, nous, il a fallu qu'on puisse aussi simuler facilement des états des équipements pour vérifier que notre appli marchait. Au niveau du temps réel, en fait, on s'est basé dans le back. Donc, on a une connexion JMS. Donc là, on a un listener classique, on attend. Et après, pour passer les événements, on a pris Spring Events dans le back. Et puis, des connexions avec le front en WebSocket, avec du stomp, c'est-à-dire que chaque écran de l'IHM, le stomp, c'est un peu comme du GMS, mais sur les WebSockets. Donc chaque écran s'abonne à différents sujets. Par exemple, si on a un écran qui affiche la signalisation, ben, il va s'abonner au sujet signalisation pour tel tunnel. Donc ça, c'est les technos qu'on a utilisés pour la partie temps réel. Au niveau, pour intégrer un nouvel ouvrage, là, on avait pas mal de chance, c'est-à-dire que, vu que on a rénové des vieilles IHM, ces vieilles IHM, elles se basaient sur une base de données de référence, où il y avait la liste de tous les états, tous les équipements, dans quel tunnel ils étaient, et à quelle position ils étaient. Donc du coup, on a pu écrire un générateur de SVG. Il prend la base de données, il tourne, et du coup, il génère tous les SVG pour tous les tunnels, pour toutes les vues dont on a besoin. Donc ça prend 2 minutes pour générer plus d'une centaine de fichiers. Et on était bien content d'avoir ça. Pour avoir des écrans, des états dès la connexion, en fait, les états des équipements qui remontent du tunnel, ils passent dans notre application et on les stocke dans un Redis. Et comme ça, dès qu'il nous sort de cache, en fait, on a un cache Redis, et comme ça, dès qu'un utilisateur se connecte, et ben en fait, on n'attend pas qu'il y ait une nouvelle donnée qui remonte du terrain. On commence par interroger la base Redis, on lui donne tout ce qu'on sait, et après, il commence vraiment l'exploitation avec le cycle de vie des équipements. Enfin, pour pouvoir simuler les états des équipements, on a designé notre appli pour qu'elle expose une API, en fait, une API de connexion au terrain. Ça nous a permis de pouvoir faire le connecteur au système legacy, avec du JMS et des choses comme ça. Mais aussi, on a un connecteur qui est un simulateur, c'est-à-dire que au lieu de partir sur le terrain, en fait, lui, il a une demande et puis il renvoie des états en fonction des demandes. Ce qui nous permet aussi, ce type de... On a choisi ça parce que aujourd'hui, on est sur des connecteurs de type JMS, mais on ne s'interdit pas de vendre la solution à d'autres exploitants qui, eux, auront peut-être d'autres manières de communiquer. Ça peut être, je sais pas, ça peut être du REST, ça peut être de la socket comme ce qu'on avait avant, peut-être de l'OPC UA, voilà. Et du coup, on a une certaine souplesse comme ça pour pouvoir se plugger à un système déjà existant, sans tout remettre en question. C'était un postulat de départ et avec le recul, on est bien content d'avoir designé l'appli comme ça. Ça nous a sauvé de pas mal de choses. Ça nous a aussi permis de faire un client pour valider. C'est-à-dire que on a tout joué avec le connecteur Legacy et en fait, de l'autre côté, enfin un connecteur JMS en fait, et on a écrit un simulateur terrain en fait. Donc on ne bouchonne pas le connecteur, on bouchonne la couche en dessous, et comme ça on a pu valider aussi le connecteur JMS pour la phase de validation, et on a pu faire une phase de validation relativement rapide, plutôt que de faire manuellement, un par un, vérifier les états des équipements. Donc ça c'est pour tout ce qu'on a pu développer pour cette application-là. Nous, on ne gère pas l'exploitation.
mais je vous ai quand même mis un petit peu comment ils ont géré la résilience au niveau du client, de l'exploitant. Donc l'exploitant, il a 3 sites aujourd'hui. Les sites sont dédiés à une portion géographique de l'autoroute et des tunnels. Donc il y a une partie du tunnel qui remonte l'information sur le site 1, une autre partie sur le site 2, et ils ont un site 3 qui est, on va dire, un site de secours. Donc chaque portion, chaque section remonte via la GTC. La GTC, elle pousse dans le bus qui correspond au site. Et puis après, ils ont 2 instances de l'application dans des VM. Et puis s'il y en a une qui tombe, l'autre prend le relais, etc. Enfin, c'est, on va dire, une redondance à l'ancienne, mais qui marche très bien. C'est le niveau de maturité qu'ils ont pour gérer ça. Donc on leur a laissé ça. C'est leur contrainte d'exploitabilité et d'exploitation. Donc ça va très bien pour nous. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, en fait, le bus, il est répliqué sur les 3 sites. Ça permet que s'il y a un site complet qui tombe, enfin, les VM applicatives qui tombent, vu que le bus est répliqué, ils peuvent, à partir du site 3, par exemple, ils peuvent exploiter la section 1. Ça, c'était aussi une de leurs demandes fortes. Donc ce projet, il est terminé, il est en exploitation, ils sont relativement contents de ce que l'on a fait. Enfin, il faut dire qu'il revenait de loin, en termes d'IHM. Donc, la suite, pour ça, eh ben, en fait, on ne désespère pas de pouvoir aller toquer chez d'autres concessionnaires. L'avantage qu'on a, c'est qu'en Fracis, en fait, c'est une filiale de Vinci. Vinci, c'est aussi un concessionnaire autoroute. Donc on ne désespère pas qu'il y ait un phénomène de mise en commun au sein du groupe pour que ça marche. Et surtout, quand ils ont vu ce qu'on était capable de faire pour le système de l'exploitation, ce même client, là, il nous a demandé à ce qu'on réfléchisse pour créer un logiciel de supervision. Le logiciel de supervision qu'ils ont. Donc c'est vraiment celui qui est collé aux automates sur le terrain et puis après qui remonte de l'information. Il arrive en fin de support et l'éditeur a mis la clé sur la porte, donc ils sont un petit peu embêtés. Donc du coup, ils nous ont demandé de réfléchir à voir ce qu'on pouvait faire pour leur offrir de la supervision sur le même modèle que le SAE. Je vais enlever mon casque, si ça vous ennuie pas. Hop. Je ne sais pas si j'ai le temps pour une petite démo. Ouais, allez. J'espère que ça va passer. J'ai essayé ce matin, ça marchait. Je me connecte sur une VM chez nous, une VM de test. Je vais switcher, ce sera plus simple. Bon, bah forcément, l'effet démo, ça marche. Le fil est un petit peu juste. Donc, en attendant de voir si je peux me connecter avec un passage de co, je vais faire la conclusion du talk. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est ce que nous, on met en place dans les tunnels pour gérer la sécurité. Mais il y a un gros facteur de risque dans les tunnels autoroutiers. Ce n'est pas le matériel, ça reste vous, quand vous êtes au volant de vos véhicules. Donc, si on veut éviter
des nouveaux Mont Blanc, tunnel du Mont Blanc, le plus simple, c'est que vous, conducteurs, vous respectiez les consignes de sécurité que vous pouvez voir affichées quand vous rentrez dans un tunnel. Un tunnel a toujours, en amont du tunnel, un portail avec un panneau message variable qui va vous donner des consignes. Donc la consigne, ça peut être juste tout va bien. Mais si on vous dit ralentissez ou si on vous dit ça circule que sur une voie ou arrêtez-vous, essayez de suivre un petit peu ça. Ça évitera les gros soucis de sécurité. Je vais essayer de passer par mon téléphone pour la démo, en espérant que ça marche. Voilà, donc je vous remercie pour tout ça. Je suis allé un peu vite, il y a eu des problèmes avec le micro, je suis désolé. J'espère que maintenant vous emprunterez un tunnel un petit peu différemment quand vous rentrerez dans un tunnel. Autre chose aussi pour mes collègues, quand vous voyez du balisage, respectez le balisage. C'est pas juste pour faire joli qu'il y a des cônes. On a des presque accidents, voire des accidents quasiment tous les ans. Donc merci pour eux. Et merci aussi de respecter tous les patrouilleurs d'autoroute, même ceux qui ne sont pas dans les tunnels. Il faut savoir qu'il y a 2 accidents par mois en France avec les patrouilleurs. Voilà. Alors, est-ce que du coup, j'ai récupéré de la conne ? Ça s'améliore pas. Tu m'as coupé le micro. Non, c'est bon, il est revenu. C'est bon. Voilà, le temps que j'essaie de me connecter, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Bonjour, merci pour le talk, c'était vraiment cool, moi j'aime bien en tout cas. J'avais une question sur les données, donc vous les remontez dans une base Redis, il y a une rétention de ces données qui est faite ou pas du Non. tout ou c'est pas du tout? Non, il y a... Attends. Voilà, ouais. Non, il n'y a pas de rétention de ces données parce que c'est vraiment l'état instantané du terrain. Donc le seul cache utile, en fait, c'est s'il y a un opérateur qui se connecte pour qu'il ait, au lieu d'avoir un écran gris, qu'il ait quand même de l'information qui arrive. Ok, et en cas d'incident, vous n'avez pas d'infos sur ce qui s'est passé juste avant, du coup? Non. Ok. Non, cette partie-là, en fait, elle n'est pas gérée par cette partie du logiciel, en fait. Ok, on est juste sur la visualisation à l'instant T. Oui, okay. C'est vraiment un système d'aide à l'exploitation. Donc c'est un opérateur d'autoroute. Donc il a aussi les voies ouvertes, où là aussi il a un système. Il faut savoir que tout ce qui la supervision, elle journalise tout. Donc c'est l'étape en dessous en fait qui va journaliser tous les états, tout ce qui se passe, etc. Elle l'archive. Donc tu as quand même moyen d'avoir l'historique de ce qui s'est passé s'il y a un incident. Mais c'est pas cette partie-là qui gère ça. Ok, merci. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Donc l'opérateur, il a sa liste d'ouvrages. Donc s'il y en a qui sont dans le sud de la France, ils découvriront tout de suite qui est l'exploitant auquel je fais référence. Et donc il peut choisir son ouvrage, il peut avoir une synthèse, il peut avoir des vues de signalisation, des vues d'éclairage, d'exploitation, énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment de l'électricité. Des vues des locaux techniques, donc ça, c'est vraiment des choses que vous ne voyez pas. C'est quelque chose qui sont un petit peu en dehors du tunnel. Mais là, c'est pareil, on peut avoir l'état de ventilation, de température, de choses comme ça.
Donc je vous ai présenté la baume. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Où est-ce qu'il est qui sont un peu plus péchus en termes de... Voilà. Hein. Donc ça, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est Toulon. Ceux qui connaissent Toulon, il y a un tunnel au centre-ville de Toulon. Donc voilà, ça c'est la vue de synthèse des équipements du tunnel de Toulon. Il y a près de 4000 équipements à Toulon. La Baume, il y en avait 375. Donc là, on en a 4000. Vous voyez l'état des panneaux, l'état des feux d'affectation de voie, tout ce qui peut être affiché sur les panneaux à messages variables. Voilà. Donc l'opérateur va pouvoir, donc sur la signalisation, par exemple, j'allais sur le sens 1. Donc là, on a le sens 1. Ça, c'est l'état courant de l'ouvrage. Et après, il peut changer en disant je vais revenir à la normale, par exemple. Et il valide, là, je suppose. Donc là, on a vu remonter directement. Il était orange, il est passé bleu. Et donc l'opérateur peut dire ok, en fait, la commande que j'ai passée, c'est un succès. On peut changer les modes d'éclairage pour dire qu'on passe en mode nocturne, en mode diurne. Et vous avez des choses qu'on appelle des séquences. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une vraie action d'exploitation. On ne change pas juste l'état d'un panneau. Là, vous allez pouvoir dire, par exemple, que vous voulez fermer la voie véhicule rapide, donc la voie de gauche. Donc là, en fait, la voie de gauche, on voit le premier feu d'affectation de voie, il vous dit de vous rabattre. Tous les autres, ils sont en croix rouge. Sur le portail en amont du tunnel, on vous indique que ça passe de 3 voies à 2 voies. Ça limite la vitesse, etc. Et là, c'est pareil. L'opérateur, il valide, etc. Et c'est tout bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le bouton coup de poing. S'il y a un incendie, il y a quelque chose qui ne va pas. L'opérateur, il ne réfléchit pas. Il appuie là-dessus, ça ferme complètement le tunnel. Et ça indique à l'ensemble du système que ce tunnel-là est fermé. C'est-à-dire que ça a aussi des répercussions sur les sorties qui sont en amont et les panneaux à messages variables qui sont en amont des sorties pour dire attention, maintenant le tunnel Cantagalais il est fermé, il faut sortir à cette sortie-là. Donc tout est interconnecté. Et donc ils gèrent ça sur 2 sites. Et ils sont 2 exploitants par site à chaque fois. Pour qu'il y ait toujours au moins un opérateur devant le logiciel. Voilà. Si vous avez d'autres questions, plein. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si, au-delà du fait que le logiciel était vieux au départ, est-ce qu'il y avait une raison précise qui a déclenché la refonte par l'opérateur ? Non, c'était vraiment le projet, c'est rénovation des IHM. C'était vraiment une rénovation des IHM. En fait, le problème qu'ils avaient, c'est que les IHM étaient un peu vieillottes. Et dès qu'ils voulaient faire apparaître autre chose dessus, c'était compliqué, ça prenait du temps. Chez nous, on a une personne qui sait encore le faire, qui est à un certain âge. Donc l'idée, c'était ça. Et voilà, si tu veux rajouter un équipement, par exemple, c'est hyper compliqué. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Donc c'était vraiment une rénovation aujourd'hui. Pour la supervision, qu'ils nous ont demandé de réécrire, là, c'est parce que ils ont un vrai problème opérationnel, parce que le logiciel, l'éditeur a mis la clé sous la porte, en fait.
Donc ils ont encore un support pendant 2 ans, je crois. Mais après, il faut qu'ils trouvent autre chose. Merci. Monsieur Dab. Merci. Dans une vie antérieure, j'ai cru me souvenir que on utilisait obligatoirement le langage de commande routier, le LCR. Est-ce que ça existe toujours? Et Ouais, si oui, à quelle couche? le TDLCR, c'est pour est très souvent utilisé pour les panneaux messages variables. Les panneaux à 3 ou 4 lignes, où il y a vraiment un message texte qui est écrit. Là, il y a du TDLCR et quasiment tous les fournisseurs de panneaux messages variables implémentent le TDLCR. Ouais, là-dessus. Donc ça existe toujours? Oui, D'accord. malheureusement. Là, pour expliquer, c'est vraiment des protocoles, enfin, dire très bas niveau. Hein. C'est pas du REST, c'est pas etc. C'est vraiment à l'ancienne, c'est ce qu'on écrivait sur une socket. Hein. Donc j'écris deux octets, c'est pour un entier. Après, je mets un pipe. Après, je mets machin. Et en fait, ça a une structure bien précise. Et cette structure-là, elle est décodée de l'autre côté. Et on sait ce qu'il faut faire. C'est vraiment un protocole qui est assez bas niveau, le TDLCR. Ouais. Mais oui, il y en a encore. Et puis on est obligé de l'avoir parce qu'il y a tellement de PMV qui ont ça que de toute façon, pas le choix. Oui, vous disiez que l'ancien logiciel datait de 1994. Ça fait une durée de vie de 30 ans jusqu'à présent. Une trentaine d'années. Ce logiciel-là, est-ce qu'il a une durée de vie prévue? Je sais pas. Rendez-vous dans 30 ans? Merci. Non. L'idée, c'est... aujourd'hui, ils ont réécrit que la partie interface. Même si cette partie de logiciel vient devenir obsolète ou tombe, etc., ils peuvent quand même assurer l'exploitation un minimum avec la supervision, avec la couche d'en dessous. Et si vraiment, même la couche d'en dessous pète, au niveau des automates, on peut les piloter à la main. De plus en plus, les nouveaux automates intègrent un serveur web et ont une petite IHM web pour qu'on puisse les piloter aussi. Donc, en fait, ils peuvent prendre la main soit depuis l'aide à l'exploitation, soit depuis la supervision, soit carrément on va dire, au cul de l'automate, quoi. Le problème, c'est que l'automate, lui, il est dans le tunnel. D'accord. Là, il y a 3 sites pour 20 tunnels. Donc, s'il faut vraiment aller jusque sur site pour pouvoir piloter, c'est compliqué, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il y a dans les locaux techniques, ils peuvent se mettre et piloter les équipements du tunnel en lui-même. Par contre, ils n'auront pas de vue d'ensemble de tous leurs ouvrages. Non, c'est des vraies questions qui se posent tous les jours, notamment sur la redondance, la résilience, etc. Eux, ils sont vraiment astreints à qu'il n'y ait pas d'arrêt d'exploitation du tout. Autant sur un métro, le métro va s'arrêter à minuit, il va reprendre à 5 heures. Donc il y a des opérations de maintenance qu'on peut faire. Autant sur un tunnel routier, c'est ouvert 24/24. Merci pour le talk, c'était vraiment cool. Ce qu'on voyait, c'est que pour parler avec les automates, tu passais forcément par la couche supervision, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, Ouais. c'est comme ça que c'est fait. Ouais. Pourquoi pas avoir fait un client PC UA sur ton soft en fait et parler directement avec C'est l'automate? ce qu'ils nous ont demandé. On a implémenté ça. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est ce qu'ils appellent le mode dégradé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un connecteur qui se connecte directement à la couche basse sans passer par la supervision. C'est-à-dire, au cas où la supervision tombe, ils peuvent quand même exploiter. Mais ces postes qui sont en mode dégradé, ils sont vraiment sur le terrain, du coup, parce qu'il faut qu'ils soient connectés aux machines du terrain, quoi, en fait. Mais ils ont ce mode-là. Ok. Je crois qu'on n'a plus le temps. Si, une dernière question, si. Allez. À la fin du talk, là, tu parlais du bouton de sécurité, on va dire, pour tout fermer. Ouais. Il est pas lié à des métriques ou des choses comme ça, justement, qui remonteraient un certain nombre de corrélations. Enfin, une personne peut vraiment déclencher ça. Oui. Ok. Il n'y a pas de double vérif. Non. Ok. C'est le libre arbitre de l'exploitant, en fait. Ok. C'est à nous
de lui monter toutes les alarmes possibles, pour que d'accord, prenne sa décision. tous les états possibles pour que lui, il puisse prendre la décision vraiment de fermer l'ouvrage en ayant toutes les infos à sa disposition. Ok. Mais il n'y a pas d'action automatique de fermeture de tunnel. Ils veulent pas. Et puis je crois qu'ils n'ont pas le droit. Donc, juste, ouais, merci pour tout. Et encore une fois, faites gaffe quand vous prenez un tunnel. Si vous avez des limitations et les petits points bleus et tout ça, ils ne sont pas là pour rien, quoi. Merci.